Retrouvez dans un instant une rencontre enregistrée jeudi 24 avril 2025 à la librairie Ombre Blanche avec Amadou Barry, auteur d'un premier livre intitulé « Journal d'un exilé » et paru aux éditions Julliard, dans lequel l'écrivain scrute la condition de celles et ceux que l'on stigmatise, invisibilise en les qualifiant de migrants. Un roman où se dévoile une violence fondamentale faite aux plus démunis et une magnifique histoire d'amitié. La discussion était menée par Brice Torresillas. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, de vous accueillir au sein de la librairie Ombre Blanche et ravi de vous présenter Amadou Barry pour son tout premier roman. J'espère que ce ne sera pas le dernier parce qu'il en vaut vraiment la peine. Journal d'un exilé, publié chez Julliard. Alors, c'est une découverte. En quelques mots, on se retrouve aux côtés de ces exilés dans des abris précaires, dans des tentes, dans un tunnel de la périphérie parisienne. Amadou Barry, j'ai oublié de préciser que vous étiez originaire de Guinée, comme l'un de vos personnages. L'aspect autobiographique, peut-être on en reparlera, vous nous direz si vous le souhaitez. Mais je voudrais commencer par ce titre, Journal d'un exilé, parce que vous revenez dans ce livre sur ce mot-là, exilé, en expliquant votre choix au détriment de migrants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet ? Oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Alors, c'est parti d'un constat. J'ai remarqué que dans les médias, dans les échanges de tous les jours, le mot exilé n'est pas employé pour parler des personnes qui viennent d'ailleurs pour s'installer dans des pays avec toutes les difficultés qu'on sait. Donc, j'ai essayé de voir un peu pourquoi est-ce que le mot migrant revient et constamment. Et j'ai vérifié dans les dictionnaires, Robert, Larousse et tout, j'ai constaté que migrant, ça renvoie surtout à quelqu'un qui fuit son pays pour des raisons économiques. Ouais. Et exilé, j'ai remarqué, dans la littérature occidentale, et depuis toujours, depuis Homère, ça renvoie, à quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu son pays, qui a perdu ses attaches et qui se déplace malgré lui. Donc à partir de là, j'ai fait ce constat, j'ai dit le terme exilé est beaucoup plus pertinent pour parler de ces personnes qui se déplacent pour trouver mieux ailleurs, peu importe les raisons, que ce soit des raisons humanitaires, politiques ou économiques. Parce qu'a priori, quand on les désigne ainsi, quand on les désigne, on les nomme migrants, c'est pas parce qu'on est sûr, de leur parcours, mais c'est parce que tout simplement, le mot a été choisi à dessein. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit que le mot exilé correspond plus à ces personnes déplacées. Très bien. Il y a le titre. J'ouvre le livre et je tombe pour David Diop. Je voudrais savoir, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre attachement, j'imagine, à ce grand auteur. Alors, David Diop, c'est un ami. Et je l'ai connu à travers un ami. Ouais. Donc, et on échange depuis quelque temps. Et je pourrais dire que c'est aussi un mentor. Parce que il m'a, je sais pas, à travers son ouvrage d'ailleurs, Frères d'âme, que j'ai lu, qui m'a beaucoup marqué. Et par la suite, quand je suis rentré en contact avec lui, donc on a échangé et j'ai eu quelque chose que je ne trouvais pas beaucoup, vraiment, auprès d'autres auteurs. Parce que David Diop, ça
sa perception de la littérature, à travers, bien entendu, son ouvrage phare, Frères d'âme, est assez poignant. Et moi, ça me ressemble beaucoup. Et quand j'ai essayé, et quand j'ai réussi à nouer le contact avec lui, j'ai tout de suite compris que c'est dans cette veine que je souhaite évoluer. Donc, encore aujourd'hui... Mais le mot poignant correspond très très bien à ce que vous avez écrit. Il y a d'autres dédicataires, je le précise, ouais. Mais voilà, c'est le nom qui m'a sauté aux yeux. Justement, comme il s'agit d'un premier roman, alors, et que vous venez d'évoquer le mentor David Diop, comment êtes-vous venu à la littérature ? Est-ce que c'est le sujet dont on va parler, qu'on va essayer d'approfondir, qui vous a amené à la littérature, ou avant même de vous emparer de ce sujet, vous saviez qu'il fallait creuser votre chemin par là ? Alors, je dirais tout simplement que la littérature s'est imposée à moi. Je viens d'un pays où la littérature est bon, on peut carrément dire qu'on est plus en contact avec la littérature orale. L'oralité a une place prépondérante dans nos sociétés. Et que ce soit dans les cérémonies de mariage, de baptême et tout, et en fait, on croise des gens qui ont une parfaite maîtrise de la parole et qui, à mon avis, depuis l'enfance, sont des poètes, mais des poètes qui s'ignorent. Donc, c'est cette façon d'articuler les mots, de les placer et surtout de parler et ça m'a capté depuis l'enfance. Et vu qu'on ne croise pas beaucoup des auteurs chez nous, et je parle de la Guinée, parce que le premier régime qui est guinéen, qui a été dirigé par Sékou Touré pendant 26 ans, a persécuté les intellectuels. Vous connaissez sans doute Thierno Monet Nembo qui a fui le pays à l'époque pour sauver sa peau. Donc, c'est en France qu'il a trouvé, disons, un refuge, et c'est en France qu'il a vraiment bâti son œuvre. Donc, c'est à travers l'oralité et par la suite, bien entendu, au lycée, au contact des rares écrivains guinéens qui ont tous pratiquement publié à l'étranger, que j'ai eu, disons, l'envie de dire quelque chose. Et ça s'est concrétisé. Mais c'est une envie précoce. Vous aviez quel âge quand vous... Alors, je ne saurais dire exactement à quel âge l'envie, disons, d'écrire m'est venue, mais c'est très tôt. C'est très tôt. Et en fait, je me souviens des moments particuliers. J'avais peut-être 7-8 ans, voire peut-être 9 ans, tout au plus. Je ne me souviens plus beaucoup, c'est un peu vague. Et j'ai lu un ouvrage qui, disons, un essai autobiographique d'un ancien ministre guinéen. Le titre, c'est 10 ans dans les geôles de Sékou Touré, ça dit comme ça. En fait, quand j'ai lu cet ouvrage, j'avais l'impression de voir toutes les scènes se dérouler devant moi. Ces personnages, j'avais l'impression de les voir se mouvoir. Donc, je pense que c'est à partir de ce moment Il y a eu des galops d'essai. Vous avez écrit déjà des textes avant que celui-ci soit édité ? Oui, j'avoue que j'ai écrit beaucoup de textes que je n'ai pas envoyés à des éditeurs, mais j'ai tout le temps, j'ai vraiment beaucoup écrit avant de publier ce texte. Et c'est le premier, celui-ci, que vous avez envoyé à un éditeur ? Ouais. Vous n'avez jamais eu de refus, donc ? Non, heureusement. Ah mais c'est énorme, parce que je vais vous dire, ils ne sont pas nombreux à pouvoir dire ça. Heureusement, parce que à mon arrivée en France, c'est en fin 2014, début 2015, j'ai eu un petit blocage. Pendant des années, j'ai lutté avec un texte. Et ce texte, finalement, j'ai fini par le mettre de côté. Parce qu'il était... Il était difficile à, disons, à ficeler. En tout cas, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas le texte qu'il fallait envoyer à un éditeur. Parce qu'il m'a pris beaucoup de temps. Et en plus de ça,
ça tournait autour disons, de mon vécu et tout. Et je me suis dit que c'était pas le bon. Et heureusement, sans doute. Vous allez peut-être le reprendre ou pas? Sans doute. Je sais pas encore, mais je le laisse. Maintenant que le premier pas est fait. Ouais. Donc, vous allez nous présenter deux personnes ou deux personnages, Dramé et Faudier, s'il vous plaît. Alors, Faudier, c'est le diplômé. Ouais. Contrairement à Dramé. Faudier, c'est Un Ivoirien. c'est l'Ivoirien qui est en France depuis un moment, qui a vécu beaucoup de choses, qui a du mal à partager ses expériences, qui préfère les garder, comme beaucoup d'exilés d'ailleurs dans ce texte. Et Dramé, c'est le primo-arrivant, c'est celui qui vient à peine d'arriver, qui ne connaît pas les réalités, qui est complètement perdu. Donc Dramé décide de le prendre sous son aile. Alors c'est les moments entre ces deux personnages qui donnent sens, à mon avis, à ce texte. Oui, tout à fait. Ouais. Mais Dramé, il ne sait pas, mais il veut savoir. Il est conscient de ses handicaps culturels, culturels et littéraires et autres. Tout à fait. Et en fait, Dramé pense que le diplôme est l'alpha et l'oméga. Il est persuadé que sans le diplôme, il n'a pas droit à la parole. Il ne peut pas, disons, développer des idées comme le font les diplômés. Donc, c'est un handicap pour lui. Il a fini par développer un complexe. Et c'est tout l'inverse de Faudier. Donc, c'est un peu ça que j'ai essayé de développer tout le long de ce texte. Parce que c'est une réalité qu'on constate beaucoup, c'est les personnes exilées. C'est-à-dire le fait de s'imposer un silence, même quand il faut prendre la parole par moment, les gens se fixent des limites. Et c'est à cause de ça que j'ai essayé de donner à ce personnage ce statut pour que les deux facettes, les deux côtés de la médaille soient visibles. Oui, parce qu'en fait, à cause d'un drame, il va passer outre et prendre la parole. Et en nous disant que justement, tant pis s'il n'y a pas d'effet de style, tant pis si c'est pas des belles phrases cousues main, il assume là. Oui, tout à fait. En fait, c'est la disparition de Faudier, c'est voilà, donc je n'ai pas voulu le dire, mais effectivement, on peut le dire effectivement, puisqu'on le sait très vite, oui. Faudier disparaît. Ouais. Ouais. Alors la disparition de Faudier, disons, le libère en quelque sorte et l'oblige en même temps. Il se sent obligé, disons, de donner corps et vie à cet intellectuel, c'est lui, qui n'a pas eu le courage de prendre la parole, qui s'est tout le temps dit, qui est peut-être ultérieurement, une autre fois, quand les choses vont se mettre en place. Donc, et ces conditions n'ont jamais été réunies pour que Faudier le fasse. Et Dramé s'est dit que c'est à lui maintenant de sauver la mémoire de son ami. C'est pourquoi dans le texte, ça parle de l'exil, mais à mon avis, ça parle beaucoup de l'amitié et de la fraternité. Complètement, ouais. On y reviendra d'ailleurs, mais oui, témoigner de sa mémoire, lui rendre hommage aussi, effectivement. Revenons sur les circonstances dans lesquelles ils se rencontrent. J'ai parlé de tunnels, j'ai parlé de tentes, ce sont des exilés. Il y en a un qui a fait, justement, c'est le diplômé Faudier qui a fait les démarches pour obtenir des papiers, tandis que Dramé, lui, est un peu découragé finalement, on verra, mais en tout cas, au moins au début, ne souhaite pas entamer ces démarches à cause des lourdeurs administratives. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Faudier essaye de faire comprendre
à Dramé qu'il prend beaucoup de risques, énormément de risques, parce que, très malheureusement, il y a des délais qui sont fixés et il risque gros. Si il est arrêté, il risque de recevoir, disons, l'OQTF Oui, la fameuse OQTF dont on parle beaucoup. Oui. Tout à fait. Et en plus de ça, il risque de se voir placé dans la fameuse procédure accélérée. Et maintenant, Dramé, lui, il n'a pas toutes ces notions. Tout ce qu'il a constaté, c'est qu'en fait, le poids et la pression qui signifie qu'entraîne cette procédure, tout ça lui semble énorme et il a du mal à aller dans ça. Et d'ailleurs, tout au fil du texte et après la disparition de Faudier, il essaie de revenir sur ça pour expliquer pourquoi est-ce qu'il hésite encore d'y aller. Parce qu'il ne le fait pas parce qu'il sait vraiment ce qu'il est en train de faire ou bien il a tous les éléments, mais parce que tout simplement, il a fait un constat très simple. C'est-à-dire les procédures qui sont engagées sont aléatoires à ces jeux. Parfois, il se dit, à quoi bon? Parce que... Mais c'est vrai qu'il y a cette part-là. Ouais. C'est en partie vrai, non, ouais. que c'est aléatoire. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. C'est pourquoi j'ai choisi ce personnage qui n'a pas tous les éléments, qui n'a pas ce bagage intellectuel, qui n'a pas lu les textes sur l'immigration et tout. Et je voulais lui donner ce côté naïf, mais assez pragmatique. Parce que, entouré d'exilés, il voit les gens qui sont confrontés à cette machine. Il voit, disons, ce qu'ils subissent psychologiquement. Et en plus de ça, le plus difficile pour lui, c'est le fait d'être à la rue et d'engager une procédure. Parce que le fameux entretien, ça ne pardonne pas. Ah ouais. Donc, si lors de l'entretien, devant l'agent de l'administration, tu arrives, disons, tu rates des questions parce que tu es fatigué, parce que psychologiquement, tu n'es pas prêt, ça ne change rien. Que tu sois à la rue, ça ne change absolument rien. Et la décision est prise derrière, et tant pis pour toi. Donc oui, c'est un concours avec quelque chose de beaucoup plus tragique, quoi. Le fait justement qu'il ait un complexe d'ordre culturel ne l'empêche pas d'avoir des idées effectivement très pragmatiques comme vous l'avez dit. Et ça commence par des considérations sur ces deux mots ou ces deux gros mots, grand remplacement. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il en parle avec dérision, mais de façon assez pertinente. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il fait le parallèle avec ce qui s'est passé dans d'autres contrées, que ce soit en Australie ou aux États-Unis. Donc, il fait le lien. Et il s'est dit, mais parler du grand remplacement, c'est à la limite, disons, une exagération. Et au-delà, ça relève de la fiction. C'est une volonté d'effrayer les gens. Parce que tout simplement, dans les pays où, disons, dans les endroits où de telles choses sont produites, c'est dans la violence. Ça ne s'est pas produit calmement, par vague, parce que des gens ont été accueillis, intégrés ou pas, mais c'est dans la violence. Et à propos de violence, il prend soin de se démarquer des terroristes, effectivement. Oui, c'est fondamental en fait. J'ai essayé de ressortir cet élément à dessein. Parce que tout simplement, je pense que ça piège encore aujourd'hui le débat, cette fois du côté de ceux qui dénoncent le discours, la théorie du grand remplacement et tout. Ça piège le débat parce que, en essayant de vouloir mettre tous les exilés, ou bien disons tous les migrants, dans le même sac, on les défend tous, on les défend
on peut tous les accueillir et tout. C'est, sans se rendre compte, c'est comme si ça revenait à dire que, bon, dans l'autre sens, on n'accueille personne. Ah oui. Parce qu'il est impossible de convaincre, du moins de faire entendre les gens que quelqu'un qui commet des actes terroristes, pas que, même des actes criminels et tout, peut être accueilli dans un pays. Ce discours ne peut pas passer. Donc à partir du moment où on met tout le monde dans le même sac, on dit les exilés de toute façon, il faut tous les accueillir, sans se rendre compte, ce discours revient à dire, disons exactement, créer un blocage. Sans se rendre compte, on donne l'équivalent de ceux qui disent personne ne doit être accueilli. Oui, oui. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Effectivement. Donc c'est pourquoi Dramé, lui, il veut se démarquer de ça parce qu'il est persuadé que non, c'est vrai, les exilés ont besoin d'être accueillis, soutenus et tout, mais pas tous dans son discours. Dans son discours, il le dit clairement, pas tous. Parce que si on essaie de dire que tout le monde, y compris ceux qui foutent le bordel, bon, excusez-moi du mot, mais bon, en tout cas, lui, il est caché dans son discours, mais si on essaie de mettre tout le monde dans le même panier, c'est qu'on empêche, disons, en même temps, la possibilité à ceux qui méritent vraiment d'être accueillis, de l'être vraiment. D'accord. Donc c'est un peu ça le discours de Dramé. Et alors Dramé qui précise qu'il n'est pas un porte-parole. Et moi je me pose une question. Est-ce qu'Amadou Barry se considère comme un porte-parole? Quand vous avez choisi ce sujet, c'était quand même pour mettre sur le devant de la scène des idées qu'on n'entend peut-être pas assez ou justement pas de manière nuancée comme les vôtres. Porte-parole, non. C'est un rôle qui est très difficile à assumer. Mais vous avez raison, et il y a un manque criard de nuances sur la question et dans ce débat, si on peut le dire ainsi, le débat sur l'immigration et tout. Absolument, Donc, et dans ce texte, j'ai essayé d'apporter de la nuance. Et ça, encore aujourd'hui, il suffit d'écouter les hommes politiques, y compris certaines personnes qui sont engagées, qui soutiennent les personnes exilées. Il est très difficile d'apporter de la nuance dans le discours. Et à mon avis, ça empêche, ça bloque ça bloque les choses et ça empêche le discours, ça empêche que les choses avancent. Ça empêche en quelque sorte, disons, que le débat soit enfin, disons, ouvert de façon apaisée. Parce qu'il y a un risque. Si la nuance n'est pas mise en avant, le risque c'est quoi? C'est que les gens de tous les jours, les personnes ordinaires qui ont envie de faire quelque chose pour les personnes qui méritent réellement d'être soutenues, et on est d'accord que les personnes qui méritent d'être soutenues et les personnes dont on peut porter fièrement la cause, parmi ces personnes ne figurent pas ceux qui commettent des actes délictuels ou criminels, et voire pire, les actes terroristes. Donc, sans la nuance, à mon avis, le débat est biaisé. Cette nuance, elle apparaît en tout cas dans les propos de Dramé sur la discussion sur l'état politique de l'Afrique, justement. Là aussi, il me semble tenir des discours qu'on n'entend pas souvent parce que soit effectivement tout est de la faute de l'Occident, soit tout est de la faute de l'Afrique. Et là, on voit une réalité beaucoup plus contrastée, si je vous ai bien lu. Oui, tout à fait. Vous m'avez bien lu. Je vous remercie. Et en fait, c'est encore aujourd'hui, que ce soit les hommes politiques africains, que ce soit les intellectuels, très peu acceptent de prendre en compte cette réalité. Et moi, j'ai eu la chance de lire Amadou Kourouma. Oui. Et quand vous lisez Amadou Kourouma, dans son premier roman, et qui est aujourd'hui un classique en Afrique, Les Soleils des Indépendances, il
il démontre clairement, et par la suite, il y a Kermone Nembo aussi dans Les Écailles du ciel et dans Les Crapauds bourses surtout, qui met en avant cet élément. En fait, on ne peut pas ne pas constater et accepter le fait que le problème des pays africains ou les problèmes disons, pas que les pays africains, hein, partout dans le monde, c'est d'abord un problème qui est posé par les élites locales. C'est quand les élites locales échouent que les puissances étrangères, les sociétés étrangères et tout, viennent profiter. Et ça s'est toujours passé comme ça depuis l'aube de l'humanité. Et c'est le cas actuellement avec la Chine, qui est citée dans le livre. Effectivement, on le voit aujourd'hui quand vous prenez un pays comme la RDC, ils ont le piège dans ce pays. C'est pas les anciennes puissances coloniales qui reviennent pour piller le pays. Disons, la plupart des sociétés qui pillent les minéraux au Congo, c'est des sociétés chinoises. Donc, et en complicité avec les élites locales, encore une fois. Donc, c'est pourquoi, moi, le discours de Nkrumah m'a beaucoup aidé dans ma construction intellectuelle. Et c'est très facile de rester dans un discours clivant. C'est rouge ou c'est noir, c'est blanc ou c'est noir. C'est très facile, mais au fond, ce n'est pas pertinent. C'est pas pertinent parce que si les élites locales étaient vraiment dans une démarche patriotique, travaillaient vraiment pour les intérêts des populations, aucune puissance étrangère, peu importe la force de la puissance en question, n'allait pouvoir profiter. Dramé, on le découvre à la fin, s'est engagé en politique. Mais là, c'est ce que vous faites aussi, vous. Ça vous a tenté ? Oui, quand j'étais à l'université en Guinée, pendant un temps. Quelle université ? On n'a pas. Je vais vous dire très franchement, j'ai cherché des renseignements biographiques à votre égard. Comme c'est le premier roman, je n'en ai pas trouvé. Ah oui. Alors c'est le moment ou jamais de faire connaissance. Vous avez fait quoi comme études ? Alors j'ai fait des études de droit en Guinée avant de venir en France, et j'ai même fait des études de droit en France, à Clermont-Ferrand. D'accord. Donc, et en Guinée, quand j'étais à la fac... Pas de littérature, de droit. Non. Donc c'était la politique plus que les lettres. C'est ça, ouais. Bon, je me suis retrouvé dedans comme Kafka et beaucoup d'autres. Ah ben d'ailleurs, Kafka, on en reparlera si vous voulez, puisqu'il a une question là. Ouais. Donc, et j'ai essayé pendant un temps de m'intéresser aux questions politiques, de militer surtout, parce qu'encore aujourd'hui, ça m'intéresse, mais de militer. Mais j'ai tout de suite compris que c'est vraiment... c'est quelque chose d'assez trouble. C'est pas serein, il y a pas de conviction. Les gens sont surtout... Vous parlez de manière générale ? De manière générale, oui. Ouais. Là, je parle de mon pays, mais c'est encore aujourd'hui le cas. Mais l'opportunisme est là. C'est comme si les gens étaient obligés d'être opportunistes, de ne penser qu'à leurs intérêts, au détriment des intérêts du peuple. Et là, j'ai fini par m'écarter, de me dire que non, c'est pas le bon endroit où il faut développer des idées intellectuelles. Vous écoutez Amadou Barry, auteur de Journal d'un exilé, premier roman paru aux éditions Julliard, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 24 avril 2025. Et votre témoignage sur ce lieu, ce tunnel dans lequel sont rassemblés toutes sortes d'exilés, surtout des hommes d'ailleurs, on en reparlera aussi, j'espère. Il y a tellement de choses à voir votre livre. Donc, ce témoignage-là, qu'est-ce qui vous a poussé à aller voir de ce côté ? Alors,
Je n'ai pas cerné la question. Ah oui, pardon. Le fait de témoigner de ce lieu-là, de ces conditions-là dans lesquelles sont rassemblés les exilés, la débrouille qu'ils font, les journaliers qui vont travailler à droite, à gauche en essayant d'éviter la police, etc. Voilà, cette situation-là, qu'est-ce qui vous a poussé à évoquer ce thème-là? Alors, je suis parti d'un constat très simple, c'est que quand on décide d'écrire sur l'immigration, sur l'exil, peu importe le mot qu'on choisit, il y a un risque, il y a trop d'écueils. Facilement, et très facilement, si on ne fait pas attention, on risque d'écrire autrement, disons, des articles de presse, de beaux articles de presse, des témoignages de migrants, et sans obtenir derrière une originalité, c'est-à-dire une œuvre d'art. Disons une œuvre littéraire, je vais dire. Oui, c'est une œuvre d'art. Et j'ai constaté que ces tunnels, ces campements, disons, deviennent au fur et à mesure une réalité, et les gens, surtout la société, s'adapte à ça, accepte cela, comme on le constate dans le métro parisien. Les gens ont décidé d'accepter que des personnes malades, comme c'est les personnes qui sont addictes aux drogues dures, donc ils acceptent le fait que ces personnes, c'est normal de les croiser dans le métro et tout, c'est pas si grave. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Donc, on peut rien. Et j'ai fait le même constat en remarquant que ces campements sont installés après des polémiques, et disons après surtout la protestation des riverains, parce que c'est très difficile pour les riverains de vivre à côté d'un campement. Il n'y a pas que des exilés qui veulent avoir un endroit où dormir. Il y a aussi des petits délinquants. Il y a vous des gens... parlez, les drogués qui viennent. Il y a les... Donc, je me suis dit qu'à ce niveau, il y a quelque chose à tirer. Il y a quelque chose sur lequel on peut travailler. Et je me suis rendu compte que en tout cas, je n'ai pas trouvé un roman où, disons, l'endroit où tout se passe, c'est dans un tunnel, par exemple. Enfin, je n'ai pas lu toute la littérature mondiale, mais moi, franchement, c'était la première fois que j'étais à l'intérieur, et je suis passé de surprise en surprise. Et j'imagine que vous avez fait une documentation, que vous êtes allé auprès de ces gens. Tout à fait. Donc, et je me suis dit, à travers, disons, les témoignages, la documentation et tout, j'ai compris qu'il est possible de trouver quelque chose d'à peu près, je ne dirais pas original, mais à peu près original. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai choisi cet endroit en insistant aussi, et disons, en faisant en sorte que l'administration, disons, soit là sans pour autant qu'on le constate. Mais en filigrane, on sait que l'administration est là. Tout le long de texte et tout, l'administration est là. Mais de loin, en fait, l'administration est là, comme dans le château de Kafka. Ça fait 2 fois que vous le citez, vous allez nous parler de Kafka. Ouais, et donc et il m'a beaucoup marqué, Kafka, parce que je me suis dit, oui, l'administration ne doit pas, disons les agents de l'administration en tant que telle ne doit pas figurer, et les bénévoles non plus ne doivent pas avoir de présence dans ce texte. C'est uniquement les exilés que je vais placer dans ce tunnel, et je vais les laisser se débrouiller entre eux. Ils vont évoluer au fil du texte et tout, et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc au final, ça a donné ce texte. Vous citiez les bénévoles, ils sont tout simplement impuissants, ils sont écartés parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est le triste constat. C'est triste, mais c'est un triste constat, mais c'est la réalité. Ils sont sans budget, en tout cas, ils n'ont pas suffisamment de budget, ou ils sont très souvent confrontés à des limites. Ils sont là, des limites administratives, judiciaires et autres.
mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, ils essayent, mais ils n'ont pas assez de moyens et certains exilés savent qu'ils ne pourront pas les sortir de là. Malgré tout, ils apportent de temps en temps un petit réconfort, mais sans plus. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment, encore une fois, que tout se passe entre ces exilés, dans cet endroit assez exigu où l'intimité n'existe pas en tant que telle, mais que le lecteur se rende compte que la solidarité peut exister dans un tunnel comme elle peut exister dans une prison ou dans un pays assiégé, peu importe, mais c'est cette réalité que j'ai voulu faire sortir. Oui, et en même temps, vous avez raison, forcément, solidarité et autres. Et en même temps, il y a la singularité. Votre livre, voilà, c'est pas la figure emblématique de l'exilé. Il y a l'intellectuel, il y a des débats philosophiques. Il y a à côté de ça, il y a des bagarres avec d'autres personnes, des gens, voilà, plus agressifs. Il y a j'ai dit, des conflits avec les dealers de crack. Il y a Et je disais tout à l'heure, il y a peu de femmes, même s'il y a un portrait très beau, on va en parler de Biba. Où sont les femmes, comme chantait Patrick Juvet, où sont les femmes? Pourquoi il y a si peu de femmes? Alors, c'est très souvent le cas dans les campements où les femmes évitent de s'approcher. Parce que malgré tout, on le voit dans le texte, parfois c'est calme, mais très souvent aussi c'est violent. Oui, c'est rude comme vie, oui. C'est ça, c'est des épreuves qu'il faut surmonter tous les jours. Et encore très souvent, cette virilité toxique qui peut apparaître et tout. Donc les femmes ne se sentent pas en sécurité dans ces endroits. Elles essaient de se mettre à l'écart. Et c'est d'ailleurs, disons, cette idée s'est imposée aussi à moi à travers, les réalités des sans-abri en Île-de-France et surtout à Paris. Et les femmes sans-abri passent par tous les moyens pour s'éloigner et s'isoler le maximum possible. Quand il y a des campements, des groupes et tout, on voit très souvent des hommes, mais les femmes, elles sont là, y compris parmi les sans-abri. C'est ce que j'ai essayé de faire sortir dans ce texte. Mais elles n'apparaissent pas. Elles essayent de se cacher, même si c'est pratique, de s'effacer en quelque sorte. Donc, parlez-nous de Biba. Alors, Biba, c'est le personnage féminin dans ce texte. Et j'ai voulu en faire un personnage très fort, un personnage qui ne subit pas, un personnage qui résiste. Et j'ai travaillé le personnage au fur et à mesure. Au début, j'ai voulu faire un personnage qui se démarque, qui vient de temps en temps dans le tunnel, qui essaie d'apporter, disons, de l'aide en fonction de ses moyens. Mais tout de suite, je me suis rendu compte que ça ne serait pas authentique. Il faut aller sous un autre angle, c'est-à-dire que le personnage de Biba, qui est aujourd'hui, que j'ai finalement retenu dans le texte, c'est un personnage qui n'est pas touché, qui n'a pas vécu les épreuves de l'exil, mais qui vit, disons, un exil intérieur en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver sa place dans la société. Donc, à travers ça, j'ai essayé de trouver un point commun entre ce personnage féminin et les exilés dans ce tunnel. Et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un personnage qui, contrairement à ce qu'on voit beaucoup dans la littérature, qui ne subit pas tout le temps, même si elle subit parfois comme tout le monde,
mais qui ne se laisse pas faire. Oui, parce que bien évidemment, on suit le destin de chacun, de Dramé, de Faudier, de Biba, et ainsi que d'autres personnes. On revient à ce Kafka que vous avez cité plusieurs fois. Il est question notamment du procès, mais ça c'est par rapport à l'administration. Ouais. Oui, tout à fait. Et je sais pas peut-être bien les spécialistes de Kafka ou les critiques littéraires qui ont beaucoup lu, qui ont fait des études littéraires et tout, sauront le dire mieux que moi. Mais je pense qu'il n'y a, en tout cas moi, je suis persuadé qu'on n'a pas encore aujourd'hui un écrivain qui a pu parler à travers une langue presque, une écriture blanche, presque, avec une simplicité qui n'a pas encore aujourd'hui son égal, de l'administration, de cette machine qui peut parfois broyer les petites gens. Et ça, quand j'ai lu Kafka, et je l'ai lu et relu encore une fois, en travaillant ce texte, je l'ai lu de nouveau, j'ai compris qu'il n'y a pas un meilleur exemple, il n'y a pas un autre exemple qui peut coller à ce récit plus que, disons, l'exemple de Kafka. Parce que Kafka, c'est qu'en fait, il n'a pas besoin de décrire la machine ou bien le système qui domine la société, ou bien, disons, qui contrôle la société. Il fait comprendre à travers ces personnages au lecteur qu'est-ce qui représente réellement cette puissance qui peut vraiment broyer les gens ordinaires d'une façon incommensurable. C'est vrai. Ouais. Est-ce que, alors je vous prends un peu par surprise, mais vous pourriez nous lire un extrait ou pas? Oui, comme vous voulez, hein, je veux pas. Oui, bien sûr. Ah ben allez. Et je vous laisse le choisir, bien sûr. D'accord. Après la pluie, le beau temps, sauf que rien ne le garantit. Ce beau temps, sans oublier qu'il est dans la vie, pour certains, le soleil, c'est tous les jours, tandis que pour d'autres, l'orage, c'est jusqu'à la tombe. Faudier remâchait ces mots et beaucoup d'autres encore. Mais ceci revenait dès qu'il avait le moral dans les baskets. La semaine s'était installée sans fanfare ni rien. Un lundi dans le tunnel, Faudier est parti sans dire au revoir, comme à son habitude. Il est arrivé parfois de me lancer, j'arrive dans un instant, alors même qu'il était sur le point de sortir. C'était une facette de sa personnalité. Il n'aimait pas du tout parler de sa destination. Et il n'était pas le seul. Pour lui, c'était une pratique hypocrite et inutile. Moi, j'ai toujours cru que c'était une façon de fuir le dialogue, de cacher sa peur. L'envie de fuir le sort. Notre sort, on ne pouvait s'y soustraire. Il assombrissait nos figures, dessinait des fossés sur nos fronts, scarifiait nos gueules, étouffait nos cœurs. On n'était pas des simples exilés dans un tunnel, moisi et crasseux. On était autre chose. Nos corps étaient des masses qui se déplaçaient d'un point à un autre, rugissaient parfois, mais ne parlaient jamais. On le faisait à notre place, on décidait de notre sort en notre absence. Nos vies étaient sujettes à caution. Pour les gens d'ici, nous n'avions pas d'histoire, pas de passé. Nos récits tournaient autour de nos échecs, de petites vies cauteuses et miséreuses. La misère, ça, vous le savez déjà, en prison, les condamnés ne se regardent. Chacun se demande ce que l'autre a foutu pour se retrouver en tôle. Merci beaucoup. À propos de misère, la misère rend con, vous dites à un moment donné. Vous pouvez expliciter? Bien sûr. En fait, c'est
c'est quelque chose que tout le monde peut constater. Il suffit simplement de regarder les personnes qui subissent vraiment les assauts du sort, les gens qui ont du mal à s'en sortir. Et très souvent, les gens qui sont piégés. Et il y a 2 jours, dans le métro à Paris, la ligne 5, j'étais à côté d'une dame, sûrement, très souvent, c'est des personnes qui sont accros au crack. Vous savez, la ligne 5 qui passe par Stalingrad et Izores et tout. Et cette dame, d'un seul coup, a poussé un cri. Et le cri a parcouru tout le métro, tout le wagon, je vais dire. Et c'est quand je dis que la misère en con, c'est quand on observe des pareilles, des personnes qui sont coincées, des personnes qui ne peuvent pas s'en sortir sans aide, parce que c'est des personnes qui sont malades ou handicapées ou isolées. C'est quand ces personnes sont obligées de jouer un rôle pour survivre dans la société. Oui, parce que bien évidemment, derrière cette formule, c'est pas du tout une condamnation des miséreux, ça va sans dire. En revanche, vous n'êtes pas tendre avec le milieu de la littérature. Vous vous jugez conservateur. Enfin, je dis que vous, votre personnage en tout cas. Oui, Dramé, il tient ses discours sans doute pour se réconforter ou expliquer en quelque sorte pourquoi est-ce que son ami Faudier n'a pas eu le courage d'aller vers ce milieu. C'est pourquoi il dépeint ce milieu comme ça. Mais c'est vrai, en même temps, là, vous dites que justement, les histoires d'exilés, ça n'intéresse pas. Et c'est en ce sens-là, d'ailleurs, votre livre est une exception. C'est ce qu'on disait au début. On parlait de l'originalité de votre démarche. Mais lui part, votre personnage, du principe que ça n'intéresse pas les gens. Ouais, c'est vrai. On peut faire le constat. On a l'impression que les gens se disent... et sur ce point, on ne peut pas vraiment reprocher à l'Occident, disons, je ne sais pas, cette tendance à se dire que sans se rendre compte, vous savez, c'est comme un organe qui, disons, la greffe, quand on greffe un organe à une personne et l'organisme rejette la greffe. Ouais. La personne en a besoin, mais l'organisme rejette. Sans explication, ça ne prend pas la greffe. Donc, on a l'impression que depuis quelques années, dans les sociétés occidentales, les gens se disent qu'on en a fait, on a fait notre part. Et de toute façon, ça ne finit pas. Donc, d'un côté, on ne peut pas les reprocher, on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un autre pays, il n'y a pas d'autres sociétés où plus d'1 million de Syriens ont été accueillis et tout, même dans les pays du Sud, où il est possible d'accueillir, que ce soit en Arabie, en Afrique, les gens pouvaient faire cet effort à l'époque. Ils ne l'ont pas fait. Donc, on a l'impression que les sociétés occidentales se disent qu'on a fait notre part. Donc, et quand les récits sur l'exil et tout ça revient, parfois on se dit que les gens sont lassés, quoi. Ouais. Ils se disent que bon, on peut passer à autre chose. Vous voyez, donc c'est triste, mais c'est la réalité. Parce que là, même les écrivains qui sont très bien installés dans le milieu et tout, et quand ils écrivent sur l'exil, c'est comme si c'était un sujet, disons, c'est comme si c'est un thème repoussoir. J'espère que ce ne sera pas le cas pour votre livre. Et a priori, ça ne l'est pas. Je vais vous poser une dernière question avant de partager, bien évidemment, la parole. Faudier a des cauchemars prémonitoire. Pourquoi avoir voulu, dans un livre qui est d'un réalisme très poussé, il y a un aspect documentaire au-delà du littéraire pur, enfin les deux se tiennent la main, il y a une dimension là que vous avez octroyée à votre livre, qui est celle du fantastique, du cauchemar prémonitoire. Pourquoi avoir voulu faire ça ?
Alors, je ne saurais l'expliquer. Ça s'est imposé à moi. Au début, j'hésitais un peu. Je me disais que est-ce que ça ne risque pas de ralentir, disons, la lecture et tout. Mais finalement, je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Parce que ça rajoute encore une couche à la complexité du personnage. C'est vrai. Parce que Faudier, lui, en fait, pour lui, les rêves ont un sens. Et il n'est pas seul. Disons, en Occident, aujourd'hui, de moins en moins de personnes s'accrochent à ça. C'est vrai. Parce qu'il y a des grands écrivains, des essayistes et tous qui sont passés par là, Nietzsche est passé et d'autres. Mais dans les pays, en Afrique par exemple, ou en Amérique latine et tout, les rêves, les gens donnent vraiment une importance capitale aux rêves. Il y en a, quand ils rêvent, ils passent tout de suite, c'est une personne, que ce soit le sage, le marabout, la personne qui a l'imam, je ne sais pas, le prêtre, ils essayent de trouver une explication à leurs rêves et par conséquent, de faire un sacrifice. Parce que le rêve, c'est comme si c'est la continuité de la vie sous une autre forme. Donc c'est pourquoi Dramé, il s'accroche à ses rêves et j'ai décidé de garder ça. Oui, vous avez bien fait. Le micro est à vous, messieurs, dames. Bonjour, j'aime pas trop parler dans un micro, je vais essayer. J'aurais trop de choses à dire. J'ai lu votre roman, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci Et contrairement à vous, je pense qu'il y a eu beaucoup d'écrits de la part d'exilés. Sauf que c'est beaucoup d'écrits d'exilés qui viennent d'Espagne, d'Italie, du Portugal. Tout à fait. Et là, par contre, c'est la première fois qu'on se met dans la peau de migrants. Je vais pouvoir ce mot-là de migrants, puisqu'on l'entend tous les jours, de migrants, parce que justement, c'est des personnes qui sont noires et arabes. Et je pense que la grande différence, elle est là. Parce que vous n'avez pas du tout parlé aujourd'hui de racisme, mais je pense que la grande différence, elle est là. C'est-à-dire que les gens, ils se sont dit, et dans toutes nos histoires, on est tellement en France à avoir d'origine étrangère, moi le premier, et maintenant, comme c'est des Noirs, des Arabes, et en plus on amalgame avec tout ce qui les terroristes, les attentats qui ont vraiment eu lieu, et je pense que c'est à partir de là qu'il y a une cassure, et que c'est pour ça que je trouve que votre livre, justement, c'est la première fois qu'on est dans la peau de migrants noirs et arabes, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnages qui sont formidables dans ce livre. Et c'est la première fois qu'on donne la parole à ces personnes-là, et je trouve que c'est un vaccin, votre livre, contre ces news, mais c'est aussi un vaccin contre l'indifférence. Parce que c'est vrai que moi je suis choqué, je le vois autour de moi, mais quand on parle des migrants, c'est toujours négatif. On a toujours peur, alors que dans votre livre, on le voit bien, ce sont des individus comme autour de nous, partout, qui sont tous leurs différences, tous leurs richesses, tous leurs faiblesses. Et ça, c'est jamais montré. Je voulais vous poser la question. Quelle est votre part de Dramé? Quelle est votre part de Faudier, s'il y en a une? Et est-ce que vous êtes invité dans les médias? Je vous ai entendu juste une fois sur France Culture, et malheureusement, je ne sais pas, des médias qui parlent des migrants toute la journée comme CNews, pourquoi ils ne vous invitent pas, vous, justement, pour que vous parlez autrement de ces personnes-là? Qui vous invite? Alors, pour le moment, merci de m'avoir parlé et merci pour la question, qui est assez pertinente. Pas grand monde, encore une fois. Il faut vraiment l'accepter. Vous l'avez dit. Le problème est entier. C'est qu'en fait, dans les médias, les gens ont surtout envie, disons, de parler du migrant quand il est question d'un crime, d'un délit, comme si, effectivement, dans ce monde disons, il n'y avait pas d'autres personnes qui vivaient. Et d'ailleurs, les statistiques sont disponibles. L'essentiel de ces migrants vivent tranquillement et ils se tiennent à carreau, on peut le dire ainsi.
Parce qu'ils ont une envie, c'est d'avoir le titre de séjour et de travailler. Ils ont un objectif. C'est l'écrasante majorité des migrants. Mais dans les médias, on préfère surtout se concentrer sur les faits divers. Donc, et c'est très dommage, mais ce climat anxiogène qui est entretenu empêche d'avoir un discours nuancé. C'est-à-dire un discours qui dit que oui, les migrants, c'est comme dans toute société. Il y a des bons, il y a des mauvais. Et quand ils sont mauvais, personne ne viendra nous dire que ouais, parce qu'il est migrant, ayez pitié de lui. Non, qu'ils subissent les rigueurs de la loi. Par contre, maintenant, ceux qui n'ont pas de problème, il faut arrêter de les mettre dans le même lot. Parce qu'on généralise très facilement quand c'est les migrants, mais quand c'est la population locale, et le distinguo, disons, la nuance est tout de suite posée. Donc, vous avez bien raison de souligner cet élément. Et il y a le racisme a une part prépondérante dedans. Je voudrais aborder la question par un autre bout. Je ne sais pas si vous... Alors, moi, je n'ai pas lu le livre. Je ne sais pas si vous abordez la question dans le livre. Donc, ce sont des personnes qui viennent d'Afrique, a priori, qui trouvent ici des conditions de vie extrêmement difficiles. Ces personnes, pour certaines, ne connaîtront pas autre chose. Donc, je ne sais pas si vous abordez la question de l'état d'esprit de ces personnes, peut-être se disant que ont-elles bien fait de venir ou pas. Du coup, alors je voudrais vous faire part de mon expérience personnelle. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez un avis là-dessus. Je ne connais pas la Guinée. Je connais bien le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion là-bas de parler avec pas mal de gens qui étaient candidats à la migration, qui n'avaient pas forcément des conditions de vie difficiles, mais c'est l'attrait en fait, alors pas de la France, mais de l'image qu'on se fait de la France en Afrique. Cette image n'est pas conforme à la réalité en fait. C'est pour beaucoup de personnes en fait même une question d'honneur de partir. Moi j'ai entendu dans les faubourgs d'Abidjan les jeunes qui clament plutôt mourir en mer que la honte devant ma mère. Donc c'est le slogan là-bas. Donc c'est vraiment une question d'honneur de venir en Afrique, de venir en France en fait, et puis à partir de là de pouvoir envoyer de l'argent et d'améliorer un petit peu sa condition de vie. Je me dis que peut-être ces personnes, si elles étaient au courant de ce qui les attend, seraient peut-être un petit peu moins enthousiastes à l'idée de partir. D'autant que moi, donc, je connais aussi des personnes issues de l'Afrique en France, donc qui ont migré, principalement des Maliens en fait, qui une fois sur le territoire français, finalement se rendent compte que voilà, ce n'était pas du tout ce qu'ils pensaient. Pour certains, ils auraient bien envie de rentrer au Mali finalement parce qu'ils ont laissé leur famille, parce que leur entourage, leur pays, ils aiment leur pays. Avoir quitté tout ça pour vivre finalement des conditions extrêmement difficiles, finalement ils se disent que ça valait peut-être pas la peine. Par contre, ils ne peuvent pas rentrer. Alors ça, moi, j'ai eu des discussions avec plein de personnes. Ils ne peuvent pas rentrer parce que là-bas, on n'accepte pas qu'un Africain qui soit venu en France n'ait pas réussi. C'est-à-dire n'ait pas gagné de l'argent. On accepte que cette personne rentre en Afrique à condition qu'elle ait réussi, qu'elle montre sa réussite. Du coup, ces gens-là sont coincés en France, aimeraient rentrer, mais ne peuvent pas rentrer parce que là-bas, ils savent qu'ils seront mal accueillis parce qu'ils n'auront pas su profiter de leur chance. Mais cette chance n'existe pas, en fait, puisque on attend, en Afrique, on attend des gens qui viennent en France, qui reviennent en gros milliardaires, quoi. Et c'est impossible. Et donc, moi, je me dis que tout le problème de la migration, alors je ne parle pas des gens qui viennent parce qu'effectivement, ils sont persécutés dans leur pays, etc. Voilà.
Mais il y a un gros pan de la migration. Le problème, en fait, c'est le décalage entre ce qu'est la France et l'image qu'on en a en Afrique. En fait, c'est une information qui ne circule pas entre le Nord et le Sud, qui fait que c'est un malentendu, en fait. Et du coup... Oui, je termine. Je termine. Du coup, moi, je me dis que est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire justement au niveau de cette communication entre le Nord et le Sud, de manière à ce qu'il n'y ait pas des gens qui s'engagent dans cette aventure, qui se retrouvent finalement piégés dans un tunnel et qui n'en sortiront jamais, et qui vont regretter peut-être au final, je ne sais pas. Non, vous avez tout à fait raison, en fait, ça relève du fantasme. Et malheureusement, c'est l'être humain qui est constitué comme ça. En fait, quand une personne n'a pas de débouché, quand les choses sont vraiment compliquées pour une personne, et malheureusement dans ces pays, et un peu partout dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la zone qu'on appelle aujourd'hui le sud global, le taux de chômage est très élevé. Donc, et quand les gens n'ont pas de débouché, quand les dirigeants ne travaillent pas pour le peuple, et d'ailleurs ils n'ont pas peur de prendre le pouvoir parce que très souvent c'est des dictateurs, et la jeunesse n'a pas beaucoup d'opportunités. Et le fantasme est là. Et les gens se disent qu'une fois de l'autre côté, tous les problèmes seront réglés. Et même quand certaines personnes arrivent à, disons, malgré tout ce qu'on connaît comme difficulté, et parfois les violences qu'ils subissent tout le long du parcours, même quand ces personnes arrivent, traversent la Méditerranée, ils n'ont pas le courage de dire la vérité à ceux qui sont au pays, parce qu'ils ne vont pas les croire. Oui, mais moi j'en ai vu plusieurs qui ont essayé, effectivement, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas réussi à se faire entendre. Voilà. Mais moi je me dis que si ces gens-là, si on arrivait à faire tomber le fantasme, les gens, au lieu de se concentrer sur le voyage vers l'Europe, pourraient se concentrer sur leur situation dans le pays, faire évoluer la situation dans le pays, parce que finalement, le fantasme de la vie meilleure en Europe les détourne peut-être de la vraie solution qui est de s'en sortir chez eux, de se donner les conditions de vie chez eux. Voilà. Ouais, sans doute, ouais, je suis bien d'accord avec vous. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Et je n'ai pas répondu une partie de votre question en une phrase. En fait, c'est vraiment de la fiction. Il n'y a pas une part d'autobiographie. J'ai voulu vraiment... Il y a quand même beaucoup d'exilés qui réussissent en France. Beaucoup. Moi, j'en connais beaucoup. Qui ont su construire ici une vie nouvelle parce qu'ils se sentaient bloqués. Comme le dit monsieur, il y a des taux de chômage, au niveau de la liberté des choses. Et je connais énormément d'exilés qui viennent d'Afrique et qui ont une vie qu'ils n'auraient jamais eue s'ils seraient restés là-bas. Tout à fait, oui. Ça, c'est une vérité. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous réunir autour d'Amadou et de son livre, qui se fera une joie de vous dédicacer ou de prolonger le dialogue de cette manière plus intime. Merci beaucoup en tout cas de votre attention. Merci à lui aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Il s'agissait d'une rencontre avec le romancier Amadou Barry à l'occasion de la publication de son livre « Journal d'un exilé » aux éditions Julliard, enregistré jeudi 24 avril 2025 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse et réalisé et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.